Chers élèves du tronc commun, bonjour. Le plaisir de vous rencontrer à travers ces capsules vidéo est toujours immense. Je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle séance d'activité de lecture centrée sur l'argumentation. Nous allons étudier le troisième extrait de la nouvelle de Auchan, qui s'inscrit dans le cadre du deuxième module, deuxième séquence, dont le thème c'est l'argumentation dans les péripéties de la nouvelle de Maupassant Auchan. Notre support textuel est le suivant. Un matin, en arrivant, son mari descendait avec elle et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là en train de fondre du bois pour la soupe et se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls. Mon mari et moi, nous le gardions. Voulez-vous » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda, « Voulez-vous le prendre, Charlot ?»« Ah ben non, pour sûr. » Alors, M. Dubière intervint. « Ma femme m'a expliqué. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir s'il tourne bien. Comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris? » La fermière s'était levée toute furieuse. « Voulez-vous que je vous vendions, Charlot? Ah mais non, c'est pas de chose qu'on demande à une mère ça. Ah mais non, ce serait abomination. » L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. « Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. » Alors ils firent une dernière tentative. « Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur. Ah !» La paysanne exaspérée lui coupa la parole. « C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revoie point par ici. C'était permis de vouloir prendre un enfant comme ça. » Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit, n'est pas à vous. Le père Tuvache répondit, non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison
où retentissait la voix indignée de sa femme. Les valets étaient à table en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre eux deux. Madame, Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution, oratoire et d'astuce. Les deux ruraux, c'est-à-dire les deux paysans, hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil très ébranlé. Ils gardèrent longtemps le silence, tortueux, hésitant. La femme enfin demanda « Qu'est-ce t'en dit l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux. « Je dis que c'est point méprisable. » Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur, de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda « Cette rente de 200 francs, ça sera promis devant notaire ?» Monsieur Dubière répondit « Bien certainement, dès demain. » La fermière qui méditait reprit. 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques ans, cet enfant. Il nous faut 120 francs. Madame Dubière, qui trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin appelé aussitôt servir de témoin complaisant. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot, c'est-à-dire l'enfant hurlant, comme on emporte un bibelot désiré au magasin. C'est là notre texte. Alors, comme nous avons déjà pris l'habitude de faire, on commence par situer notre passage dans l'œuvre. Notre extrait s'installe juste après la perturbation. C'est-à-dire juste après l'arrivée de Madame Dubière, l'arrivée subite de Madame Dubière. Et lors de ses visites, il apportait des bonbons, des friandises, et il comblait les enfants de cadeaux pour qu'ils prennent l'habitude de la voir. Donc Madame Dubière, notre texte, est devenue une figure familière. Tout le monde la connaissait. D'accord? Pour les enfants du village, ils connaissaient déjà bien Madame Dubière en raison de ses visites régulières qu'elle avait effectuées avant. Alors cette fois, Madame Dubière revient au village, mais avec une sorte de détermination. Il vient avec une autre intention. Il a décidé cette fois d'adopter l'enfant. Il vient déterminé d'adopter un des enfants des Valins et surtout celui des Tuvaches. Cette femme-là, elle est poussée par le désir de devenir une maman. Elle est poussée, motivée par le désir maternel. Madame Dubière met en exécution son plan. De quoi? De tenter, de séduire, d'accord, de fasciner, de charmer les enfants et en même temps, il vise à fléchir, à amadouer, à plutôt prendre, obtenir l'accord des parents de l'enfant désiré. Alors, est-ce qu'il parviendra à exaucer son vœu? Comment va-t-elle procéder? Est-ce qu'il va trouver des difficultés? Alors, on répondra à ces questions dans ce qui suit. Bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par l'étude des paramètres énonciatifs de notre extrait. Qui parle, à qui, ou de quoi, où, comment, pourquoi, ainsi de suite. Alors, ces questions, nous allons y répondre à travers ce contenu-là, le contenu affiché sur écran. Donc, notre énonciateur, ou notre narrateur s'adresse au lecteur, il parle avec le lecteur, il s'adresse au lecteur à propos de quoi? À propos de la nouvelle visite.
cette nouvelle visite de Madame Dubière, effectuée un matin, voilà l'indice du temps. Cette visite, inopinée aussi, mais qui vise à adopter un enfant des paysans. Donc il vient, cette fois, non pour apporter des cadeaux ou des gâteaux aux enfants, mais il vient pour chercher un enfant à adopter. La phrase, un matin en arrivant, son mari descendit avec elle, et elle, c'est ce pronom personnel, il renvoie à Madame Dubière. Ils sont s'arrêtés au mioche, donc ils ont rencontré les enfants en train de jouer comme d'habitude dans la poussière, de grouiller dans la poussière. Donc ils ne leur ont pas accordé beaucoup d'attention. Alors ils se sont dirigés vers la maison ou la masure des tuvaches. Ils sont s'arrêtés au mioche, qui la connaissait bien maintenant. Elle, c'est-à-dire Madame Dubière, elle pénétra dans la maison, dans la demeure des paysans. Dans ce passage, l'énonciateur donne la parole au personnage. Pourquoi faire? Pour créer ce qu'on appelle l'effet du réel, bien l'effet de la vraisemblance. C'est pourquoi on va trouver notre texte truffé de dialogue. Alors, ce texte-là, quel serait son type? Étant donné l'abondance des verbes d'action conjugués au passé simple et à l'imparfait, donc notre texte ne serait que, c'est ça, il est narratif. Alors, les verbes d'action conjugués au passé simple et à l'imparfait suffisent. C'est vrai qu'ils suffisent pour affirmer que le texte est narratif. Les verbes sont, par exemple, entre eux. À titre d'exemple, descendit, pénétrer, descendit, pénétra, descendre, pénétrer, se dressèrent, donnèrent, attendirent, commença. Ces verbes-là sont conjugués au passé simple. Et les trois derniers, approuvaient, disaient, retentissaient, ainsi de suite, sont conjugués à l'imparfait. Ils sont tous des verbes d'action. Alors, c'est vrai que ces verbes suffisent pour dire, tiens, notre texte est narratif, mais la structure de notre passage, notre extrait, diffère des extraits étudiés avant, dans la mesure où on remarque l'emploi, bien le recours à une certaine succession, une certaine alternance, récit, discours. Alors, quant au narrateur, il demeure omniscient. Il demeure omniscient. Donc la focalisation, elle est focalisation 0 dans notre texte. Le narrateur demeure omniscient parce qu'il parvient à lire les pensées des personnages. Il connaît leur état d'âme, leur état sentimentaux. Donc il peut faire part au lecteur de ce que éprouvaient les personnages, ou bien ce qu'ils comptaient faire. Donc il peut pénétrer leur tout profond. Notre narrateur demeure omniscient car il lit les pensées des personnages, il révèle leur état d'âme et il prend des positions à l'égard des uns et des autres. Donc les adjectifs, les caractérisations qu'il utilise sont des jugements de valeur améliorative ou péjoratifs vis-à-vis d'un personnage ou bien de l'autre. Par exemple, l'infirmière s'était levée toute furieuse, la fureur du personnage. Madame Dubière qui tremblait, d'accord, déjà ce tremblement, ça relève de l'inquiétude, d'accord, de la peur d'être déçue par les tuvaches. Ici, tremblait d'angoisse. Et puis, Madame Dubière trépignait d'impatience. Donc, l'impatience, l'inquiétude, le tremblement, ce sont des états sentimentaux éprouvés par la Madame Dubière, mais le narrateur arrive quand même à les remarquer et en même temps les révéler au lecteur. Premier axe de notre texte, alors on peut l'appeler négociation, marchandage et argumentation. Il va s'agir dans notre texte d'un pourparler, d'accord, de discussion, d'un débat entre les Dubière et les paysans. Les Dubière sont motivés par le désir d'adopter un enfant. Bien sûr, ils vont proposer
plein d'offres ou plein d'intérêts aux parents. Et bien sûr, chacun va apporter ses propres arguments et il va justifier son accord ou bien son refus. Donc on va assister à un certain marchandage et parfois à certaines négociations, bien sûr, et le discours, ou bien le texte sera parsemé plutôt de dialogue argumentatif. Alors, l'interprétation de l'énoncé suivant, elle, Madame Dubière, pénétra dans la demeure des paysans. L'explication de elle pénétra, c'est tout le verbe pénétrer, ne se limite point du tout, ne se limite pas seulement au niveau de la valeur du passé simple. C'est vrai que pénétra est conjugué au passé simple, et le passé simple exprime des actions brèves et surprenantes, mais dans cette situation d'usage, l'énoncé signale aussi le début de la conquête de Madame Dubière, la conquête de Madame Dubière et la quête de l'enfant tant désiré. C'est comme s'il avait commencé son plan, sa stratégie d'obtenir l'enfant. Autrement dit, son plan d'arracher le petit à ses parents vient d'être mis en exécution, ne vient que commencer. C'est pourquoi, dès qu'elle pénètre le monde des paysans, elle prend l'initiative et déclare l'objet de sa visite, en disant « Alors, la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. » L'adjectif tremblante, qui qualifie Madame Dubière, ne désigne pas uniquement l'état d'inquiétude ou la peur de Madame Dubière, mais il présage aussi également une mauvaise entente de ces négociations avec les Tuvache, voire la première maladresse du couple riche. Et elle a mal choisi son lexique, c'est pourquoi son mari intervient pour se rattraper en disant, il avait dit, mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien, je voudrais, d'accord? Je voudrais, c'est elle qui veut. Ma femme s'est mal expliquée, donc c'est M. Dubière qui corrige les maladresses de sa femme. Et puis, il glisse dans son discours les promesses, ce qu'elle va promettre à la famille au cas où il leur accorde l'enfant. De ce fait, il faut s'attendre à un rejet de l'offre. Donc, l'offre sera rejetée par Madame Tuvache. Alors, M. Dubière recommence à ses propositions, mais cette fois avec beaucoup d'astuces, beaucoup d'insinuations, beaucoup de précautions oratoires. Alors, les arguments avancés par l'un ou l'autre seront résumés dans les tableaux suivants. Regardez. Nous n'avons pas d'enfants, donc il manque le manque d'enfants. Les promesses faites par M. Dubière à la famille Tuvache au cas où il accepte de leur accorder l'enfant, alors que les Tuvache, bien sûr, ils vont refuser en utilisant des justifications suivantes. Elle est complètement inadmissible de vendre l'enfant. Donc c'est un rejet catégorique de l'offre parce qu'elle les considère comme étant une abomination. Alors que chez les Valas, les choses ont changé. La stratégie des Dubière et les réactions des Valas. Donc ils ont proposé 100 francs comme rente, et puis ils ont parlé de l'avenir de l'enfant qui sera héritier, et aussi ils ont donné comme cadeau 100 francs parce que les Valas ont accepté. Au début, ils ont fait semblant de refuser, alors ils ont exigé une rente devant le notaire, que le contrat soit ratifié devant le notaire, une demande de 120 francs bien une augmentation, et puis enfin ils ont fait semblant d'accepter. Alors quels sont les traits du réalisme dans notre passage? Bien sûr, ils sont nombreux, entre autres. Donc, la peinture réaliste s'opère à travers les outils ou bien les moyens d'expression, surtout l'utilisation des patois normands, le décalage entre les paysans, les bières, les familles riches nobles et les familles pauvres, c'est le langage des campagnards,
Cela ajoute aussi les passages dialogués qui donnent une certaine vivacité au texte. Le texte devient plus vivant et plus actif. Les paroles sont énoncées de manière spontanée et authentique et créent ainsi un effet de réel plus vivant qui prend le lecteur comme témoin. Alors, voilà les dialogues des paysans. Voilà ce qui illustre quoi? Le réalisme au niveau des dialogues des paysans, surtout le niveau de langue utilisé. Contrairement à ce que utilisent les Dubières. Il y a le vouvoiement, mes braves gens, votre, il affiche un certain respect. Il parle avec les Tuvaches ou avec les Valas, avec une certaine galanterie, avec une certaine courtoisie. Ma femme s'est mal expliquée, nous voulons l'adopter, mais il viendra vous voir, ainsi de suite. Donc il y a toujours de la sympathie, de la galanterie au niveau du lexique utilisé, au niveau du langage adopté par les Valas, par les Dubières. En plus de ça, ça relève de la culture, de cette de cette classe sociale. Donc on a ici une sorte de comparaison entre deux classes qui n'ont pas la même éducation et bien sûr, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions et par conséquent, leur niveau de langue reflète leur tranche, leur caste sociale et leur éducation. Alors, en plus de ça, le narrateur ne rate pas l'occasion de manifester, de illustrer l'état psychologique des personnages. Et ça aussi, c'est une des techniques d'écriture du réalisme chez Maupassant. Alors, en guise de synthèse, on peut dire que l'on peut affirmer que le réalisme dans cette nouvelle de Maupassant ne se manifeste non seulement par le dialogue, par l'effet du réel, mais aussi à travers les thèmes abordés, les thèmes développés dans le texte. Par exemple, premier thème, en premier lieu, là, le thème de l'adoption, qui est un thème puisé de la réalité et qui met en scène un dilemme, un terrible dilemme, lequel faut-il arracher un enfant à ses racines sous prétexte de lui assurer, de lui garantir, de lui offrir une vie meilleure avec d'autres personnes ou avec d'autres parents. Le deuxième thème du réalisme, c'est celui de la stérilité qui pousse la femme, surtout Madame Dubière ici, comme exemple, qui pousse la femme à adopter un enfant afin de combler ce vide maternel. Troisième thème, il est incarné par la mise en exergue des écarts sociaux entre les personnages, traduits par le niveau de langue et de l'un ou bien de l'autre. Les écarts sociaux entre la famille Dubière et la famille des Tuvache et les Valas. Donc ce ne sont pas les mêmes conditions de vie, ce n'est plus les mêmes conditions de vie, ce n'est pas la même éducation et par conséquent, ce n'est pas le même langage utilisé. Alors, en plus de tout ça, tous ces éléments qui confèrent au texte cette dimension réaliste, les personnages ne demeurent pas à l'abri, ou bien ne demeurent pas exempts de tous les ridicules, des travers critiqués, stigmatisés par l'auteur, que ce soit la haute sphère sociale, la haute société, la société des riches, à l'image de Dubière, ou la société des pauvres, des démunis, à l'image des paysans. Donc ils ont tous des besoins, et l'un a besoin de l'autre, chacun cherche son intérêt, alors c'est normal que chacun des deux a ses propres défauts, a ses propres travers, a ses propres ridicules que l'auteur
met à nu pour les critiquer et pour les rendre plus connus par le lecteur. J'espère que j'ai réussi à vous approcher de cette dimension du réalisme dans l'œuvre de Maupassant.